Moi, je bosse à BNP Paribas. J'ai principalement fait le domaine bancaire, hein, Société Générale, Crédit Agricole, un peu de start-up. Et à chaque fois un petit peu sur des côté infrastructure, de l'automatisation, beaucoup d'automatisation. Donc c'est ça mon vernis, c'est l'automatisation, le as a service. Et plus récemment, très orienté dans les milieux Kubernetes. On va dire que dans les banques, on a eu pas mal de limitations sur la partie VM, on était un petit peu contraint, donc on s'est retrouvé à faire du Kubernetes. Et aujourd'hui, à BNP, on fait des solutions data dans Kubernetes et accessoirement dans le cloud. Voilà, j'avais oublié de switcher. Donc je vais vous présenter un petit peu BNP Paribas, encore une banque. Notre équipe, au sein de l'équipe data, toutes les contraintes, enfin une partie des contraintes qui s'imposent à nous pour la construction de tous nos produits qu'on fait pour la banque, notre intégration avec Vault, en quoi il est, pour nous c'est un outil indispensable et qui nous facilite la vie. Et j'ai insisté un petit peu sur la partie résilience, comment on a intégré Vault tout en gardant une bonne résilience, parce que Vault forcément devient un SPOF dans tout ce qu'on fait. Donc voilà, il y a un petit peu des choix techniques à faire. Les résultats de ce que ça a eu pour notre équipe et pour la BNP, et les améliorations futures. Hop. Alors, BNP, un gros groupe, première banque européenne, 180 000 collaborateurs, dans 64 implantations dans le monde, 3 pôles principaux, CIB, donc tout ce qui est banque d'investissement, la partie plus personal finance ou retail pour d'autres banques, donc la banque pour les particuliers, on va dire, et les services, tout ce qui est assurance et divers services. Voilà, donc ça touche à plein de choses. ITG, donc dans ITG dans BNP, c'est la branche IT. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu BNP, il y a une deuxième branche IT qui est BP2I. Donc on travaille, on s'est séparé un petit peu les sujets. Historiquement, il y avait beaucoup d'IBM dans BP2I. Donc, voilà, nous, dans l'IT Group, on est quand même 48 000 collaborateurs dans le monde, 58 pays, puis 20 000 applications à gérer en termes de production. Donc c'est assez large comme périmètre. ITG, à l'origine, on a un cloud privé, enfin voilà, l'infrastructure on-premise, donc qui reste conséquente. Et il y a quelques années, on a initié une migration, on va dire à marche forcée, vers IBM Cloud. Par contre, c'est IBM Cloud en mode privé, pas IBM Cloud public. Donc ça veut dire que c'est IBM Cloud dans nos data centers. Et du coup, nous, on existe, on est l'équipe Data Platform, on est dans ITG, on est assez petit par rapport à ITG, parce que vous voyez, on est une vingtaine de collaborateurs, ça fait 3 ans qu'on existe, et on est vraiment, notre expertise, c'est tout ce qui est intégration de solutions data, le tout de manière sécurisée. Beaucoup de choses dans Kubernetes et on a un gros vernis infrastructure. Donc, c'est-à-dire que dans les profils qu'il y a dans l'équipe, il y en a qui viennent du monde du storage, des DBA, etc. Donc, on est vraiment très très varié en termes de profils et c'est un petit peu ça qui fait notre force. Et ce qui n'est pas marqué, c'est on est en production. Voilà, on est 20, mais on est en production. Et des fois, il y a des gens qui sont surpris. Euh, à quoi on sert dans l'organisation. Ce qu'on fait, donc, comme je disais, on fournit des solutions data. Alors attention, c'est pas de la base de données relationnelle, ça va pas des choses comme ça. Là, on est vraiment sur les solutions data pour les nouveaux usages de la stratégie data de la banque. Donc, on va s'adresser aux data scientists, aux data analytics, voilà, toute une population qui a besoin d'accéder aux données. Donc, on parle d'accès aux données, de la manipuler. Mais par contre, pas de la stocker, hein. On n'est pas l'équipe stockage de données. On ne fait pas de la data source. Nous, c'est vraiment l'exploitation de la donnée. Tous les use cases de machine learning, d'intelligence artificielle, entraînement d'algorithmes, ça, ce sont nos clients internes qui le font et qui consomment nos solutions. Donc, ça veut dire qu'on va fournir des solutions as a service, adaptées pour eux. Et dans notre périmètre, dans les solutions qu'on leur fournit, on va voir Domino Data Lab. Donc Domino Data Lab, faut voir ça comme un espèce d'IDE pour les data scientists. Donc ils peuvent développer, entraîner, tester leur modèle. En théorie, aller jusqu'en production, mais on ne va pas le faire avec cet outil. On a du Spark as a service.
Donc voilà, dès qu'ils ont besoin de travailler un petit peu la donnée de manière un peu plus industrielle, il faut qu'ils puissent lancer des jobs Spark facilement. Airflow pour orchestrer tout ça. D'ailleurs, on est en train de basculer sur Astronomer, la version Enterprise. Minayo Enterprise. Donc là, une des problématiques qu'on a, c'est qu'ils ont quand même besoin de stocker des datasets localement. Ils vont les chercher dans les data sources et ils stockent dans des datasets dans Minayo. Le S3 d'IBM, mais ça c'est pas spécifique à IBM, ça pourrait être un peu plus large. Souvent, c'est assez limité en termes de permissions fines. Donc du coup, on se retrouve à faire des clusters Minayo qui tournent dans Kubernetes. Starburst pour le query as a service, donc comment requêter des bases de données sans se connecter directement à ces bases de données et en ayant des droits plus fins que ce qui est proposé en général. Le petit logo là, c'est VS Code, donc nous on en fournit une solution un IDE web pour que les data scientists, enfin toute la population data comme nous d'ailleurs, nous c'est aussi notre solution de bastion. Comment avoir un vrai IDE, un vrai terminal, sans passer par des solutions un petit peu old-fashioned, qui font perdre beaucoup de temps, qui sont limitées en termes de collaboratif, de collaboration. Donc voilà, on a une petite solution là-dessus. Comme je disais, beaucoup de Kubernetes, IBM Cloud pour une partie, enfin une bonne partie de ce qu'on héberge. On a aussi on-prem, Robin.io. Robin, c'est un Kubernetes managé, enfin, c'est nous qui le manageons, mais il est supporté, avec une solution de stockage. Ça tourne sur du bare metal, voilà. Et on peut brancher des GPU dessus, chose qu'on a un petit peu du mal à faire avec IBM Cloud. Donc voilà, pour avoir de la très haute performance, on garde une architecture on-prem, avec du matériel dédié, une solution dédiée. Mais en tout cas, toutes ces stacks-là qu'on voit, elles peuvent être déployées à la fois dans IBM Cloud, sur le Kubernetes Manager IBM Cloud, et sur Robin. Dans notre écosystème d'outils, c'est assez standard, on utilise du GitLab CI, Kubernetes, IBM Cloud, évidemment Vault, on est là pour ça. Un petit peu de Consul, c'est un petit use case pour nous, hein, c'est pour gérer les VIP F5, tout simplement. Et pour nous aider à déployer, on a un Argo CD pour faire du GitOps, un peu de Terraform. On n'a pas Terraform Enterprise dans notre équipe, hein, même s'il y en a dans BNP. Nous, on n'est encore pas là-dessus. Et l'Ansible pour des choses, typiquement déployer Vault sur des VM. Voilà, des petites choses simples. Comme je disais tout à l'heure, tous les services qu'on fournit, c'est sécurité d'abord. Hein, je ne suis pas le premier à le dire là, depuis aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'impose vraiment à nous? On a des centaines de points de sécurité à respecter, mais on va dire les plus marquants, ça va être utiliser autant que possible des secrets dynamiques. Alors, ça pourrait être des secrets avec une rotation manuelle. Bon, nous, on arrête ça, on fait du secret dynamique autant que possible. L'authentification. Tout à l'heure, on a parlé d'identité. Je crois que c'était Sarah qui parlait de ça ce matin, l'identité. L'authentification à Vault basée sur l'identité, que ce soit pour les machines, les applications, mais aussi pour les humains. Donc les humains, du SSO, du MFA, classique. Et pour les machines, nous, on va voir GitLab CI avec ses tokens JWT, les services à compte Kubernetes, des certificats clients. Voilà, pas de login, pas de mot de passe. Ça, on n'en veut plus. Ça marche, c'est terminé. On a une très grosse séparation dev et prod. Donc même dans notre orchestration, c'est vraiment très, très, très isolé. Ça a aussi des gros intérêts en termes de facturation. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir cette problématique. On fait du moindre privilège. Les humains ne doivent pas avoir accès au secret machine. Donc ça peut être une contrainte assez pénible pour certains utilisateurs quand ils font du debug. On essaie de les accompagner là-dessus, mais voilà, c'est vraiment pas facile. Alors, on l'impose en prod. En dev, on peut avoir certaines souplesses. Et en termes de certificat TLS, on utilise beaucoup la PKI de BNP, on a un très bon soft qui est vraiment APIisé, etc. Par contre, c'est pas idéal pour d'autres use cases, et là, on va utiliser Vault, notamment dans Kubernetes. Donc, comme on fournit des services data, ces services data, ils sont livrés, packagés avec des namespace Vault, donc Vault Enterprise. Chaque application a le droit à un namespace de prod, un namespace de dev. Ils sont admins dans leur namespace. C'est-à-dire qu'ils peuvent créer des secrets comme ils veulent, ils peuvent faire leur policy. Évidemment, il y a un cadre défini, mais ils peuvent à peu près tout faire.
et on les accompagne là-dessus. Ils peuvent aussi consulter leur log d'audit, c'est-à-dire que Vault, si on n'a pas accès au log d'audit, en tant qu'utilisateur de Vault, ça peut être vraiment très difficile parfois. On a certains messages d'erreur qui ne sont pas toujours explicites. Et accéder au log d'audit, nous, on gagne énormément de temps en termes de support dans l'équipe. Donc, ce qu'on a dit, on met ça dans Elasticstack. Ils ont, chaque application a le droit de voir ses propres logs d'audit. Aujourd'hui, on a pas mal réduit la partie support et accompagnement grâce à ça. Ça peut se faire dans Splunk, dans plein d'autres outils. Nous, on avait ça. Ils peuvent recevoir dans le namespace des secrets, comme ils peuvent nous en mettre à disposition. Quand on orchestre toutes nos solutions data, des fois, nous, on ne peut pas avoir accès aux secrets d'origine. Ils ont une base de données qui est perdue je ne sais pas où. On ne peut pas avoir, nous, quand on va déployer les outils, on ne peut pas y avoir accès. Donc, ils peuvent nous les mettre à disposition dans le namespace. Donc, on a des policies qui nous permettent de facilement mettre à disposition des secrets dans les deux sens. Et ça marche pas mal. Ça marche pas mal, on est assez content. Et en tout cas, sur notre périmètre, on a commencé à vraiment réduire le secret, on va dire, de main à main, via Teams, via mail. Voilà. Donc ça réduit bien, en tout cas, sur notre périmètre data. Je parlais des dynamiques secrètes, on en utilise beaucoup. Donc, notre premier usage, c'est IBM Cloud. Pour ce que chaque connexion à l'API d'IBM Cloud, que ce soit pour provisionner ou interagir, ça doit passer par des secrets dynamiques. Là, on n'a plus du tout de secrets statiques. On utilise un plugin editor. Ça a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est qu'il n'était pas dispo dans Vault nativement. L'inconvénient, c'est que il est assez mal développé. Voilà. On a eu des petits soucis et ça met du temps à se résoudre. Mais ça, c'est pas de la faute de HashiCorp. On utilise beaucoup, ça c'est un peu plus récent, les services à compte Kubernetes. Donc comment se connecter à un cluster Kubernetes. Aujourd'hui, on utilise aussi CreteEngine pour Kube. On en a pour PostgreSQL, MongoDB, Elastic. Minayo, on a trouvé un plugin communautaire. On est en train de le retravailler, on va dire, pour le rendre un petit peu production ready. Et pareil pour Keycloak. Une bonne partie de notre SSO est basée sur Keycloak, donc on a besoin de créer des services à compte, des access keys, des secret keys dedans. Donc voilà, ça c'est un peu plus communautaire. Et ça nous permet vraiment de cocher cette case des secrets dynamiques ou qui tournent fréquemment. Bon, nous, on ne fait pas tourner secrets, on prend des secrets dynamiques. Vault, il intervient vraiment dans les pipelines CI/CD. Hein. Ça, c'est le cœur de toute notre orchestration. Donc, comme je disais, GitLab CI, pour nous, on utilise les tokens JWT fournis par GitLab pour s'authentifier. Comme je disais, du secret dynamique. On a besoin de se connecter à IBM Cloud, à Cube, à Postgre. On va utiliser les secret engine dynamiques. On fait des tokens très éphémères. C'est-à-dire qu'on incite vraiment nos utilisateurs à dire voilà, faites pas des tokens de 5 heures. Non, faites des tokens adaptés à votre usage. Donc, si votre job, il met en moyenne 1 minute, vous mettez 2 minutes, mais pas 5 heures. Donc, ça veut dire que les tokens sont vraiment jetables. Pareil pour les secrets dynamiques. Il faut que tout soit du jetable. C'est vraiment fréquent qu'une pipeline expose un secret, que ce soit pour du debug. Donc, du coup, on force vraiment nos utilisateurs à réduire le TTL. Dans les applications, là, ça dépend un petit peu. Tant qu'on est sur des applications du marché qui sont open source ou propriétaires, peu importe, les intégrations à Vault sont souvent limitées, voire nulles. Donc là, c'est difficile de dire, l'application va dans Vault, chercher des secrets, puis dès que ton secret de base de données a expiré, tu en redemandes un. Non, les applications ne le font pas. Et aussi, il y a plein d'applications qui nécessitent un redémarrage pour prendre en compte le nouveau secret. Donc si je change le mot de passe de la base de données, redémarrer l'application juste pour le changer, ça a quand même un impact. C'est souvent pas souhaitable. Donc là, on n'est pas forcément sur du secret dynamique pour ces applications. Voilà, on est obligé, il y a des trade-offs à faire, on les fait. Par contre, on développe quand même des plugins pour certaines applications qui le permettent, et du coup, pour s'intégrer à Vault, pour aller chercher leurs secrets. Ça, c'est un petit peu, ça nous arrive de développer des plugins. Et quand on fait du développement interne, là, par contre, on essaye de faire le full Monty avec Vault. Donc, il faut que l'application puisse se connecter à Vault, renouveler ses tokens, renouveler ses secrets. Il faut qu'elle le fasse de manière autonome et fiable. Voilà. La partie PKI. Donc, comme je disais, donc dans BNP, on a une PKI centrale
qui fournit tous les certificats qui nous servent à exposer. C'est-à-dire que si je me connecte à un site web, une API, etc., il faut que le certificat de ce serveur soit reconnu. Donc ça, c'est l'API centrale de BNP. Par contre, elle n'est pas forcément dynamique sur la partie créer des autorités de certification intermédiaires, notamment quand on fait du MTLS. Donc là, on a mis Vault dans Cube avec Cert Manager. Donc c'est Cert Manager aujourd'hui qui nous sert à signer un certificat dans Vault PKI, à l'exposer dans un secret dans Kubernetes. Ça marche bien, hein, on déploie l'Elasticsearch, on déploie plein de stacks distribués et qui consomment ça. Qu'est-ce que je voulais dire et surtout, on peut créer des autorités intermédiaires vraiment as a service. Donc ça on l'utilise beaucoup. Et franchement, avec Cert Manager, c'est un régal. Et on va étudier, on verra après, mais on va étudier le Vault Secret Operator, qui saura faire des petites choses aussi là-dessus. Côté résilience, ça c'était vraiment un très très gros point. Voilà. On n'est pas, donc pour l'instant, dans notre scope, on ne fait pas encore tourner des applications qui sont critiques pour le business de la banque. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, si Vault tombe, on n'aura pas d'impact sur le site web de la BNP, sur les virements, etc. On risque de monter en résilience. Il va y avoir des travaux là-dessus, mais pour l'instant, on est vraiment sur une criticité modérée dans notre jargon. Mais il faut quand même que ça continue de tourner. Donc on essaie quand même de designer les applis et le mode de consommation de Vault pour garder cette partie résilience. Si Vault tombe, et ça arrivera pas forcément de la faute de Vault, hein, ça peut être le réseau qui tombe, ça peut être une AZ qui tombe, il peut y avoir plein de composants qui peuvent tomber. Il faut que les applications elles puissent continuer de tourner, même si Vault ne tourne pas. Donc pour ça, on va prendre différentes mesures, pas juste de l'architecture Vault, mais comment on consomme les secrets. Par exemple, sur les certificats, on va dire le certificat, il faut tenter de le renouveler à sa demi-vie. Donc par exemple, si le certificat a été signé pour 3 mois, il faut qu'au bout d'1 mois et demi, on essaye déjà de le renouveler. Si ça ne se passe pas parce qu'il y a un incident, c'est pas grave. Il nous reste 1 mois et demi pour résoudre l'incident. Donc déjà, on ne va pas cracher l'application à cause de ça. Pareil pour les secrets dynamiques. Les secrets dynamiques, on va essayer de les renouveler avant qu'ils expirent. Comme ça, si on a un incident, on peut toujours se connecter à la base de données. Ça continue de fonctionner. Et on a quand même quelques secrets statiques. Quand c'est du secret statique, par exemple, pour les applications du marché, là, on va plutôt faire le renouvellement des mots de passe, donc orchestré, mais on va le faire au moment où on va redéployer l'application. C'est-à-dire si on déploie une nouvelle version du soft, si on a une nouvelle release, c'est là où on va faire tourner ce secret. Donc du coup, on est dans une période de maintenance. S'il y a un problème, entre guillemets, on est couvert en termes de process, mais surtout, tout le monde sait que l'application devait déjà être down parce qu'on la met à jour. Donc c'est comme ça qu'on arrive à mitiger les risques d'un incident. Voilà, Vault maintenant, c'est un SPOF, c'est sûr. Donc il faut appliquer des bonnes pratiques. On a dans d'autres contextes de la BNP, donc pas le contexte data, il y a eu des incidents et les applications n'avaient pas forcément appliqué des bonnes pratiques par rapport à ça. Les applications étaient par terre. Voilà. Ils étaient dépendants de renouveler le secret exactement pendant l'incident. Paf, donc ça pétait tout. Je me suis perdu ce que je vous disais. Donc les secrets dynamiques, pour l'instant on reste encore sur des applications pas trop critiques, même si on les déploie de plus en plus. Donc tout ce qui est les batchs, les pipelines et les services non critiques. Quand on déploie dans Kubernetes, quand on est obligé de déployer un secret directement dans Kubernetes, souvent c'est dans un secret Kubernetes. Donc c'est-à-dire que si Vault est tombé, l'application peut toujours lire son secret Kubernetes. Tant que Kubernetes ne tombe pas, tout va bien. Les résultats, donc déjà, on est compliant avec toutes les règles de sécurité, on est même au-delà de ce qui était attendu de nous. Donc aujourd'hui, l'équipe data, on fait un office de référence sur les bonnes pratiques en termes de gestion des secrets, des certificats. Tout ça, on est un petit peu au-dessus de ce qui était attendu. Donc ça, pour nous, c'est déjà bien. Pour une équipe qui a seulement 3 ans, c'est pas rien. On a pas mal bossé là-dessus. On a aussi standardisé nos modèles de déploiement. Donc, on a vraiment fait des templates de déploiement pour nous comme pour nos utilisateurs, pour qu'ils utilisent Vault dans de bonnes conditions. Ça ne veut pas dire qu'on leur a tout masqué, mais c'est plutôt on leur fait des propositions, on les documente,
Et ça a un réel impact sur l'adoption de Vault et sur sa bonne consommation. Donc aujourd'hui, les utilisateurs sont assez contents, surtout que ce n'est pas forcément des concepts, hein, quand même la plupart des gens, ils sortent d'une vie où ils avaient un fichier Excel avec tous les mots de passe, admin password. Donc le gap, il n'est pas négligeable et il faut clairement accompagner les équipes de la doc, des templates, plus du suivi. Donc ça, on essaie de le faire. J'ai oublié de préciser tout à l'heure dans la présentation de l'équipe et de notre scope. Aujourd'hui, comme je disais, on est une équipe de 20 personnes. On doit avoir, en termes d'utilisateurs vraiment finaux de toutes nos solutions, on doit avoir 200-300 utilisateurs. En nombre de clusters Kubernetes, on doit en avoir une quarantaine. Donc on n'est encore pas sur des milliers d'utilisateurs avec des milliers de namespace Vault. On est encore sur des volumes raisonnables et on n'a pas vocation de devenir le Vault de toute la boutique. Sur la partie intégration, parce que dans nos objectifs, c'est quand même d'intégrer rapidement et en production, de manière sécurisée, des solutions data. Aujourd'hui, on est très efficace et le challenge a été vraiment réussi. On arrive à sortir des solutions en prod en moins de 6 mois et même parfois 1 mois. Ce qui nous prend le plus de temps aujourd'hui, c'est le process. C'est même plus la technique. Parce que justement, on a réussi à faire des templates. On a une équipe qui est bien aiguisée sur Vault. Et on arrive à intégrer tout ce qu'on a pu voir, donc du SSO, du airbag, du secret dynamique, tout plein de bonnes pratiques. Et tout ça, maintenant, ça se déroule facilement. On a réussi à avoir ça as a service, une partie qui est hébergée dans notre équipe, et une bonne partie aussi qu'on consomme sur les services IT du reste de la banque. Donc ça c'est une vraie réussite. Et aujourd'hui, c'est pour ça que notre équipe a repris tout le projet Data Hub de BNP, qui traînait depuis plus d'1 an. Et là, en 3 mois, on est presque en prod. Donc ça marche vraiment très très bien. Ça marche tellement bien que du coup, la gestion des secrets, c'est vraiment plus un sujet chez nous. L'équipe y arrive bien et c'est une petite tâche, c'est une petite issue Jira. Voilà, c'est rien, c'est pas un sujet où on a besoin d'en discuter pendant des mois. Ça va très très vite maintenant. Et là, en seulement quelques mois, on est passé de 2 services data à 8, donc supportés par l'équipe. Donc aujourd'hui, on est en production avec ces services, à 20 personnes. Et on est dans les clous de la banque. Voilà, c'est pas juste du lab, c'est pas une équipe. Au début, on était un petit peu le dernier village gaulois dans la BNP. Là, maintenant, on est reconnu comme une vraie équipe qui fournit des vrais services. Donc voilà. Et Vault fait partie des pierres angulaires qui nous ont permis ça. S'il avait fallu gérer les secrets à la main ou avec, je suis désolé pour certains, mais avec CyberArk, c'est pas bien de dire du mal, mais on a eu des pressions assez fortes pour utiliser CyberArk dans certaines entités. Bon, on n'aurait jamais pu faire ça. C'était pas possible. Et maintenant, les prochaines étapes de ce qu'on fait. Donc, on va tester et intégrer, si tout va bien, le Vault Secret Operator. Donc ce matin, il y a quelques slides. On sait qu'il manque déjà des features. On en a déjà discuté avec HashiCorp, notamment templater les secrets dans le résultat final. Mais en tout cas, c'est des sujets qui nous intéressent beaucoup, qui vont nous aider à fiabiliser et à automatiser tous nos déploiements. Donc ça, on l'attend bien. Pour les cert managers, on va utiliser le CSI Driver. Donc l'idée, c'est que les certificats soient aussi signés avec l'IP du pod, son nom aléatoire, etc. Donc ça allait un petit peu plus loin sur la sécurité des certificats. Et mettre en place la refacturation interne de la consommation de Vault. Ça, c'est un sujet pour tout le monde. Et on a beau essayer de mettre en place des bonnes pratiques, il y aura toujours des abus, pas forcément par malveillance, mais juste par méconnaissance du produit. Et ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment mettre des dashboards de facturation pour toutes les applications qui soient temps réel sur leur consommation, quitte à les intégrer avec les dashboards plus techniques des solutions data qu'on va leur fournir. C'est-à-dire qu'ils aient une vue à la fois financière et technique des solutions data qu'ils consomment. Ça, on pense que ça va les aider un petit peu à réfléchir sur leurs coûts et peut-être venir nous voir, enfin en tout cas on espère venir nous voir pour nous consulter comment je pourrais mieux consommer Vault
ne pas exploser le budget, sans faire, on va dire vulgairement, des truelles pour contourner la sécurité, contourner le modèle de facturation et compagnie. Donc voilà un petit peu où on va. Et je crois que c'est tout. Voilà.